Actualité nationale oblige, vous l'avez suivi à travers la presse aujourd'hui, les manifestations qui ont sévi à Dakar et dans certaines localités du pays, ce qui nous a poussé aujourd'hui d'inviter sur ce plateau Mbaye Biram Diouf. Il est donc docteur en leadership et sécurité, ancien officier supérieur également de la gendarmerie. Avec M. Diouf, donc, nous allons parler de ces manifestations de sécurité et de ce que l'on peut proposer comme solution pour faire face à une telle situation. M. Diouf, bonsoir. Ibou, bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, on l'a si bien dit, manifestation ou actualité oblige. Aujourd'hui, on va parler de sécurité. Pour démarrer donc, on peut rappeler que vous êtes ancien officier supérieur de la gendarmerie, docteur également en leadership et sécurité, entre autres formations. Vous avez donc fait comme formation la diplomatie. Vous avez une certaine connaissance du terrorisme. Vous avez écrit également cet ouvrage, ce qui nous pousse aujourd'hui donc de pouvoir s'intéresser à votre profil pour un peu décrypter l'actualité d'aujourd'hui. Quelle a été votre lecture par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Voilà, merci Ibou. Merci pour cette question. Avant de répondre donc à votre question, je veux ajouter à la présentation que vous avez faite que ça fait presque 35 ans que je suis dans le management de la sécurité. J'ai fait mon passage au Sénégal et depuis plus de 20 ans bientôt, je suis dans l'international comme fonctionnaire international et j'ai travaillé donc comme coordonnateur de sécurité en Afrique de l'Ouest et maintenant en Afrique de l'Est. C'est mon domaine. Donc ici, j'interviens à titre personnel. Je ne parle pas au nom d'une organisation quelconque. Et donc, vous allez constater que je suis apolitique, naturellement, et je donne juste mon opinion, qui fondamentalement, pour ma communication, est toujours basée sur le dialogue, la paix et consorts. Alors, lecture pour la situation, vous parlez donc de la situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a deux choses. Il y a des tensions politiques, bien sûr, et c'est normal, chaque pays connaît des tensions politiques parce qu'il y a des rivalités. De l'autre côté aussi, nous avons constaté une criminalité qui semblait en tout cas très violente. Et par ailleurs, d'ailleurs, j'ai eu à faire des études sur les causes des conflits violents, n'est-ce pas, et j'ai travaillé dessus. Lecture que je fais sur le premier point qui concerne les violences politiques. Oui, ça arrive parfois s'il n'y a pas de consensus, n'est-ce pas, absence de dialogue, manque de confiance entre les acteurs, et ça peut arriver donc que ça peut conduire, disons, à des tensions, à des violences. C'est ce qu'on est en train de vivre, surtout particulièrement aujourd'hui. Mais à mon avis, des situations pareilles que j'ai vues dans d'autres pays, on fait confiance aux autorités, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent trouver rapidement des solutions qui rassurent. Mais sinon, si ça dégénère, forcément, le regard de la communauté internationale présente dans le pays va être intéressant à voir. Et puis, il y aura des interprétations à l'étranger et consorts. Alors c'est pourquoi, à mon avis, il est important que les autorités, en tout cas les acteurs concernés, se retrouvent autour d'une table et discutent rapidement afin de trouver une solution. Quant à la criminalité, j'ai fait d'ailleurs un post il n'y a pas longtemps. À mon avis, c'est quelque chose qui doit cesser. Et je crois qu'il y a les moyens de faire cesser cela. Peut-être qu'en continuant, je vais faire peut-être plus d'analyse sur les deux problématiques. Alors, à vous entendre, est-ce qu'on peut insister aujourd'hui sur les responsabilités des différents acteurs comme le gouvernement et les autres franges de la population dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Oui, absolument. Dans toute situation, forcément, il y a des responsabilités. Bon, l'État est le premier responsable parce que l'État est le garant de la sécurité, de la tranquillité et de la paix. Mais ces notions qui sont parfois théoriques, il y a beaucoup de choses qui sont derrière parce que toute situation de sécurité et de paix, il y a une dimension économique, il y a une dimension sociologique, n'est-ce pas, il y a une dimension morale et tout ça, n'est-ce pas. Donc beaucoup d'autres facteurs qu'il faut tenir en compte. Donc la responsabilité de l'État, c'est d'organiser tout ça au profit des populations et que les populations sentent que, en tout cas, il y a des mesures qui sont prises et qui les rassurent et qui tiennent compte aussi de leurs préoccupations. Ça c'est ça c'est la responsabilité de l'État. C'est pourquoi au niveau de l'État, au niveau du Parlement par exemple, on vote des lois et consorts. Il y a la justice aussi, n'est-ce pas, qu'on peut mettre du côté de l'État.
dont le rôle est de veiller au respect des lois. Et si j'ai dit justice, j'extrapole jusqu'à la police et la gendarmerie, qui sont aussi des acteurs de la justice, qui veillent à ce que l'ordre public soit respecté et consort. Mais globalement, il est important que dans tout processus de paix, n'est-ce pas, et il y a une notion de démocratie aussi qu'on peut amener dedans, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait la communication et le dialogue. Maintenant, les autres acteurs, c'est la population et aussi les acteurs intermédiaires, que j'appelle les médiateurs, la société civile, les porteurs de voix, les acteurs d'influence comme les marabouts, les chefs religieux. Si je dis marabouts, c'est plus les chefs religieux. Donc, tous ces acteurs que j'appelle médiateurs ont un rôle extrêmement important. Et la population, son rôle, c'est de respecter la loi et de porter, si vous voulez, son mécontentement ou en tout cas l'injustice qu'elle subit auprès des juridictions. Mais il faudrait-il aussi qu'il y ait la confiance, n'est-ce pas, à ce niveau. Alors les autres acteurs intermédiaires, c'est des médiateurs. À mon avis, ils doivent prendre des responsabilités, surtout dans des situations pareilles. Ok. Aujourd'hui, on sait que, en fait, l'une des principales difficultés est à savoir les manifestations non autorisées. Sur ce point également, qu'est-ce que vous préconisez j'évite trop de faire des commentaires sur manifestations autorisées, non autorisées, parce que, comme j'ai dit au départ, je suis neutre et je veux garder cette neutralité. Et comme les positions sont divergentes, n'est-ce pas, sur cette question, voilà, je ne veux pas vraiment commenter là-dessus. Okay. Cependant, si on voit des manifestations qui se déroulent, n'est-ce pas, et après il y a des dégâts et tout ça, il est important qu'à la fin, n'est-ce pas, que les acteurs concernés fassent un bilan de tous les côtés, aussi bien du côté de l'État que des autres acteurs, y compris les acteurs intermédiaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Okay. Qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors, voilà. On sait que vous êtes un fonctionnaire international qui a fait plus de 30 ans, dans des zones en proie à des tensions politiques, ethniques. Aujourd'hui, au vu et au regard de votre expérience, que craignez-vous le plus pour notre pays, le Sénégal? En fait, je reste confiant qu'il y aura à un moment donné et très rapidement une solution, n'est-ce pas, qui va être basée sur le dialogue. Quelqu'un va faciliter ça, parce qu'il y a des situations qui ne peuvent pas perdurer. Cependant, j'ai vu les crises au Sahel, j'ai vu comment ça a commencé, comment ça s'est développé. Et le risque, c'est que si on laisse un problème se développer et d'autres situations s'ajoutent dessus, la criminalité, ainsi de suite, le terrorisme va venir s'ajouter dessus, n'est-ce pas, les tensions communautaires viennent s'ajouter dessus, à terme, ça peut être un problème ingérable. Et une fois que ça commence, ça ne s'arrête pas. On a l'habitude de dire que beaucoup le pensent que ça n'arrive qu'aux autres, mais aux autres aussi, ils ont connu une première fois. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement? Non, ce qu'il y a lieu de faire, à mon avis, est très rapidement, il faut que les acteurs prennent leurs responsabilités. Et surtout et nous avons la chance au Sénégal d'avoir des acteurs qui ont la voix qui porte loin, n'est-ce pas? Et je pense aux chefs de confrérie. Et on a eu des exemples. Et quand ces chefs de confrérie sont impliqués, en général, les gens les écoutent. La société civile, moi, je pense qu'elle doit dépasser, par exemple, les lettres ouvertes. Oui, j'ai vu des lettres ouvertes, c'est une bonne chose, adressées au chef de l'État ou des choses comme ça. Mais à mon avis, il faut que la société civile fasse bloc de façon neutre et essayer, n'est-ce pas, de provoquer en tout cas son intervention obligatoire dans des situations pareilles. Parce que les acteurs qui sont concernés avec les discours incendiaires parfois, ils ont besoin parfois d'aide. Et les seuls qui peuvent les aider à revenir autour de l'essentiel, à mon avis, ce sont des gens neutres, et qu'on peut retrouver dans la société civile et dans, n'est-ce pas, la sphère religieuse. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que le dialogue social peine à porter ses fruits? Le dialogue social, bon, moi ce que je constate, je parle de façon globale, de façon globale. Il y a des pays où le dialogue social marche bien, il y a d'autres, n'est-ce pas, c'est un peu difficile. J'étais au Rwanda il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vu que vraiment il y a beaucoup d'exemplarité dans la façon dont les choses fonctionnent là-bas. Même nous, ici, le cas que notre pays est très proche du Rwanda et nous sommes amis du Rwanda.
Mais vous savez, tout dialogue doit être basé sur la confiance. Et la confiance aussi, le fondement, c'est la transparence. N'est-ce pas? Et la transparence, le fondement aussi, vous comprenez quoi? C'est la justice. Hein? Donc je crois que si on joue sur ces facteurs-là, probablement les gens finiront par avoir confiance. Mais au bout du compte, il est important et impératif qu'on aide les acteurs opposés à pouvoir trouver un consensus. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez espoir, vous gardez espoir. À votre avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force du Sénégal quand on parle, quand on évoque cette stabilité politique? La force du Sénégal, que tout le monde lui reconnaît, un petit pays qui a un grand nom, hein, ça c'est un. Et derrière ce grand nom, c'est quoi? C'est un peuple, c'est une nation d'abord. Le Sénégal est une vraie nation qui a été construite au cours des temps. C'est l'un des rares pays où il n'y a pas de problème communautaire, n'est-ce pas? Et l'autre élément aussi qui est important, je crois que aussi les confréries jouent un rôle extrêmement important en matière de stabilité et d'éducation. Cependant, nous sommes en train de glisser petit à petit vers une sorte de déliquescence de la morale dans notre pays. Et ça peut affecter à terme les confréries, mais également ça peut porter atteinte à terme notre civilisation et notre identité en tant que Sénégalais. C'est là où j'ai le plus de crainte. J'ai confiance à nos autorités. J'espère qu'ils feront la réflexion nécessaire parce que rien n'est trop tard pour essayer de redresser la barre très rapidement. Alors, on l'a dit dans le sommaire, vous êtes un écrivain reconnu et votre dernier ouvrage intitulé Ligne ivoirienne, vous avez insisté également sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire, à savoir le conflit de 2011. Qu'est-ce que cet ouvrage peut donner de plus ou bien inspirer les autorités sénégalaises pour éviter qu'une telle situation arrive dans notre pays? Merci beaucoup Ibou pour cette question. Bon, je rappelle que mon dernier ouvrage c'est La femme, un trésor, que j'ai publié au mois de mars passé. Et Lune ivoirienne a été publiée en 2018 et je l'ai célébré en Côte d'Ivoire. Préface de Maria Tukone, ministre. Édition Abyss. Ce roman qui est très intéressant raconte une histoire de viol dans une situation de conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. Mais c'est un roman, c'est une fiction. Alors, la moralité de l'histoire, justement, c'est que quand il y a des tensions, souvent politiques, de la violence, les forces de sécurité sont mobilisées en grande masse, n'est-ce pas, pour aller s'occuper des crises politiques. Et ils laissent du vide dans la sécurité publique. Et ça, on peut le voir, par exemple, dans des situations comme celle que nous avons vécue aujourd'hui, où il y a une forte mobilisation des forces de sécurité, mais les petites poches de l'espace public, où la sécurité devrait se mener au profit des populations, on peut voir un peu de vide. Alors, dans ce roman, c'est dans ce vide-là que les criminels ont profité pour essayer d'aller justement s'attaquer aux femmes. Et Fanta, qui est le personnage principal de cet ouvrage, a été attaquée, une femme brillante, fille d'imam, bien éduquée et tout, et sa vie a été gâtée. Et dans ce roman, c'est un contingent de l'armée sénégalaise qui l'a sauvée, après le viol bien sûr, pour l'amener au Ghana dans un camp de réfugiés. Alors c'est un peu ça l'histoire. Mais la moralité de l'histoire encore ne s'arrête pas là. Parce qu'à la fin, après tout un processus, plusieurs années, en dehors du pays, après la réparation par les agences humanitaires, Fanta retourne chez elle et elle finira par pardonner à son violeur. Ah, exact. Et c'est ça l'intérêt. C'est intéressant. Mais c'est dans le but d'une réconciliation nationale. Parce que vous savez, parfois les peuples se battent, se tuent, s'entretuent et tout ça. Et à un moment donné, on a besoin de retrouver cette unité. Alors, et il faut un acteur pour ça. Pour rapidement, avant de terminer, si vous aviez par exemple un conseil à donner à l'ensemble des acteurs, à savoir les plus jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Le message que je donne à tout le monde, à tout le monde, on ne peut pas pour bâtir, construire et entretenir une nation, n'est-ce pas? Il faut des règles, il faut des règles et que ces règles soient justes. Ça c'est la première chose. Il faut des opportunités pour que chacun puisse se retrouver. Il faut le dialogue. Et parce que sans le dialogue, il y aura la divergence, la mésentente, et dès qu'il y a mésentente, on finit par se battre et après il y a les violences. Et malheureusement, dans toutes ces violences, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent. Pour terminer, Ibou, j'ai vu au Sahel beaucoup de femmes qui n'ont plus de mari,
J'en ai vu aussi en Afrique de l'Ouest dans les espaces difficiles parce que les hommes ont combattu ou ont été tués par des histoires de terrorisme et tout ça et les femmes se retrouvent seules avec leurs enfants ou bien les enfants se retrouvent seuls sans parents. Et je ne souhaite pas, en tout cas je prie pour que ceci n'arrive jamais dans ce pays. Que Dieu nous en prenne. Voilà. Merci donc. C'était Mbaye Biram Diouf, on l'avait dit, docteur en leadership et sécurité. On l'a eu sur ce plateau pour essayer de décrypter l'actualité nationale, forcément autour de cette manifestation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de la télévision Futurs Médias. Merci.